L'année dernière, le soir d'Halloween, un événement étrange m'est arrivé. Mes parents étaient sortis pour une fête costumée, laissant mon jeune frère et moi seuls à la maison avec la tâche de distribuer des bonbons aux enfants. Une corvée qui nous a déçus, car nous avions prévu de faire la tournée des maisons avec nos amis. Nos parents, jugeant que nous étions trop âgés pour cela, nous avaient suggéré d'inviter nos amis, mais ils avaient tous décliné, préférant récolter des friandises. Alors que la soirée avançait, de nombreux enfants défilaient à notre porte. Vers 22 heures, presque tous les bonbons avaient disparu. Mon frère et moi nous sommes installés devant un film d'horreur, engloutissant les dernières sucreries. Soudain, on frappa à la porte. Qui pouvait bien frapper si tard? Méfiant, j'ai jeté un coup d'œil par le judas. Un homme suspect se tenait sur le pas de la porte. Il portait un sweat à capuche noire rabattu sur son visage, cachant ses traits. Je distinguais seulement une barbe et des lèvres sèches et gercées. Il ne portait pas de costume et semblait bien trop âgé pour quémander des bonbons. Les mains enfoncées dans ses poches, il paraissait maigre. Tous les signaux d'alarme se sont allumés dans ma tête. Il frappa de nouveau, semblant désespéré que nous ouvrions. Il tremblait légèrement, alors qu'il ne faisait pas assez froid pour cela. Un frisson me parcourut l'échine. « Nous n'avons plus de bonbons !» criai-je à travers la porte. Un sourire inquiétant se dessina sur son visage. « Vous êtes seul ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Je devrais appeler la police ?» murmura mon frère, agrippant son téléphone. L'homme laissa échapper un rire grave. « On dirait que vous n'êtes pas seul. » 6 mains restaient enfoncées dans ses poches. Me rassemblant, je criai « Éloignez-vous de chez moi, ou j'appelle la police. » Son sourire disparut, remplacé par un regard furieux. 6 dents étaient jaunâtres, me laissant penser qu'il était probablement un sans-abri sous l'emprise de drogue. Heureusement, il recula sans tenter de forcer la porte. Soulagés, mais toujours sur le qui-vive, nous retournâmes au salon, essayant de nous distraire avec le film en attendant le retour de nos parents. Peu après, une impulsion étrange me poussa à regarder par la fenêtre. Je m'approchai avec précaution et jetai un coup d'œil à travers le rideau. Mon cœur s'arrêta net. L'homme au sweat à capuche noire était là, accroupi, regardant à l'intérieur. Ses yeux étaient sauvages, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda mon frère d'une voix tremblante. « Il est à la fenêtre, » murmurai-je, pointant le salon. La peur se lisait dans ses yeux. J'attrapai mon téléphone et composai le numéro d'urgence. « Il y a un homme devant chez nous. Il rôde et je crois qu'il est dangereux, » dis-je à l'opérateur. En parlant, je jetai un coup d'œil à la fenêtre. Ce soir d'Halloween 2015, un événement terrifiant allait marquer ma vie à jamais. Mon ami Nate m'avait fait faux bond, me laissant seul dans les rues, déguisé en zombie, à quêter des bonbons. La plupart des jeunes de mon âge étaient à des fêtes où semait le trouble. Mais moi, je me promenais encore, attiré par la perspective de friandises gratuites. Je me sentais ridicule, mais je n'étais pas prêt à rentrer. Il y avait une rue que je n'avais pas encore explorée. Elle se situait à la périphérie de la ville, près des bois, où les maisons étaient espacées et peu habitées. On disait l'endroit sinistre, mais je n'étais pas superstitieux. Ce n'étaient que des maisons, vieilles, délabrées et oubliées. Je me tenais au coin de la rue, observant les lieux. Le ciel était teinté d'orange par les derniers rayons du soleil, et l'atmosphère était étrange,
mais je me suis dit que le pire qui puisse arriver était de trouver quelques maisons supplémentaires et de rentrer. Je m'engageai dans la rue, passant devant des maisons sombres au jardin envahi par la végétation. Pas de lumière, pas de décoration, même pas une citrouille sur le porche. Ce n'étaient pas des maisons où l'on invitait les enfants à faire du porte-à-porte. Pourtant, je m'approchai de la première, une vieille demeure victorienne aux fenêtres condamnées. Je frappai une fois, m'attendant presque à ce qu'elle s'effondre au vu du son produit. Rien. Haussement d'épaule, je me retournai pour partir. Mais alors, je l'entendis. Des pas. Lents et délibérés, quelque part derrière moi. Je me figeai, le cœur battant la chamade. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule. La rue était vide. J'attendis un instant, tendant l'oreille, mais il n'y avait que le silence. L'homme s'était légèrement redressé, scrutant toujours à travers la fenêtre, et je pouvais lire le désespoir dans ses yeux, un mélange de colère et de faim qui me glaçait le sang. « Je vous demande de rester à l'intérieur et de verrouiller toutes vos portes, » ordonna l'opératrice, sa voix calme mais ferme. « La police est en route. Pouvez-vous décrire l'homme ?» Je lui donnai les détails dont je me souvenais, tandis que mon frère me serrait le bras, la peur se lisant sur son visage. Après ce qui me sembla une éternité, la police arriva, gyrophares allumés. Ils encerclèrent rapidement la maison, et je poussai un soupir de soulagement. L'homme, réalisant que la situation tournait contre lui, s'enfuit dans la nuit, disparaissant dans l'ombre. Les agents nous interrogèrent sur l'incident et prirent nos dépositions. Ils promirent d'augmenter les patrouilles dans notre quartier et de rechercher l'homme qui s'était échappé d'un asile voisin situé à environ 8 kilomètres. L'idée qu'il soit si proche de nous me glaçait le sang, et il était encore plus terrifiant de réaliser qu'il avait rôdé juste devant notre maison. Le lendemain, mon frère et moi nous sommes réveillés avec une nouvelle terrifiante. Une femme âgée qui habitait à quelques maisons de chez nous avait été grièvement blessée lors d'une agression. Son voisin l'avait découverte étendue sur son porche, saignant et à peine consciente. Mon frère et moi avons immédiatement su qui avait fait ça et avons dit à la police ce que nous savions. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose à partir de notre description vague, car nous n'avions pas vu beaucoup de détails de son visage. Ils nous ont assuré qu'ils enquêteraient, mais je pouvais voir le doute dans leurs yeux. Ils partirent à la recherche de l'homme, mais il leur échappa. Alors que la réalité de ce qui s'était passé s'imprégnait, la pensée qu'il avait rôdé devant notre fenêtre, nous observant, intensifiait ma culpabilité. Je me blâme encore pour la blessure de la femme âgée. Si j'avais appelé la police le soir d'Halloween, peut-être aurait-il pu l'arrêter avant qu'il n'arrive chez elle. Il est terrifiant de penser que quelqu'un comme lui, un homme qui n'avait que l'envie de faire du mal, était si proche. Il n'avait rien pris chez la femme âgée. Il voulait seulement infliger de la douleur. Cette pensée persiste dans mon esprit, un rappel constant de la façon dont nous sommes passés près d'une tragédie qui aurait pu être évitée. Je secouai la tête, me persuadant que je paranoïais. L'heure était tardive et mon esprit me jouait des tours. Je pressai le pas, aspirant à retrouver les rues animées. Mais après quelques pas, je l'entendis à nouveau. Des pas réguliers, suivant mon rythme. Je m'arrêtai net. Cette fois, je ne me retournai pas immédiatement. Je restai planté là, fixant l'horizon, à l'écoute.
Les pas s'arrêtèrent aussi. Lentement, je tournai la tête et jetai un coup d'œil en arrière. Un homme se tenait au milieu de la rue. Il n'était pas loin, peut-être à une dizaine de mètres derrière moi. Il avait l'air tout à fait normal au premier abord, un type quelconque, mais quelque chose dans sa façon de se tenir me donnait la chair de poule. Il ne bougeait pas, ne disait rien. Il se contentait de me fixer. Je ne savais que faire. Une partie de moi voulait lui demander s'il avait besoin de quelque chose, mais son silence et son immobilité me serraient à la gorge. Au lieu de cela, je repris ma marche, plus rapide désormais, mon cœur battant la chamade à chaque pas. Je ne cessais de jeter des coups d'œil par-dessus mon épaule, et à chaque fois, il était plus près. Sans courir, mais toujours plus près, comme s'il mesurait ses pas, attendant quelque chose. Arrivé au bout de la rue, je trottais presque, tentant de garder mon calme, en vain. Je coupais à travers le parc, espérant le semer, mais quand je regardais en arrière, il était toujours là, encore plus proche. Peu importe ma vitesse, son rythme ne changeait jamais. On aurait dit qu'il savait exactement à quelle vitesse marcher pour me garder en vue. La panique commençait à m'envahir. Mes jambes étaient flageolantes et ma bouche sèche. Je pouvais l'entendre maintenant, le bruit de ses bottes sur le trottoir, lent et régulier, de plus en plus fort. Je me lançais dans une course effrénée, sprintant à travers les arbres, les branches fouettant mon visage. Mon souffle se faisait court et saccadé, et chaque fois que je regardais en arrière, il était plus près. Toujours la même marche lente, comme s'il n'avait pas besoin de se presser, comme s'il avait tout le temps du monde. Je trébuchais, tombant lourdement au sol, la terre et les feuilles écorchant mes mains et mes genoux. Je me relevai en hâte, mais avant que je puisse le faire, je sentis une main s'enrouler autour de ma cheville, froide et rugueuse, me tirant en arrière. Je donnai un violent coup de pied, atteignant quelque chose de dur, et pendant une seconde, sa prise se relâcha. Je me suis relevée, me forçant à courir à nouveau, mais je l'entendais, plus proche maintenant, sa respiration lourde. J'ai atteint la rue, pensant que si je pouvais juste atteindre un endroit éclairé, un endroit avec des gens, je serais en sécurité. Mais la rue était déserte. Aucune voiture, personne, juste l'obscurité. Mes jambes brûlaient, mes poumons me semblaient en feu, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je savais que si je le faisais, il m'attraperait. J'ai tourné à un coin, le cœur battant la chamade, et c'est à ce moment-là que je l'ai senti, une forte poussée par derrière. Je suis tombée, heurtant le sol violemment, mon visage raclant le pavé. Avant même que je puisse essayer de me relever, il était sur moi, son genou appuyant sur mon dos, ses mains agrippant mes bras, me clouant au sol. Je me suis débattue, essayant de me tordre, mais il était fort, trop fort. J'ai essayé de crier, mais sa main s'est abattue sur ma bouche, étouffant le son. Je pouvais sentir son souffle sur ma nuque, lourd et rauque, et puis il a parlé, sa voix basse et calme, comme si c'était un jour comme les autres pour lui. « Silence, dit-il, sa prise se resserrant. Personne ne viendra. » Je n'ai pas eu la chance de me battre. Sa main était sur ma gorge, serrant, et tout ce que je pouvais faire était halter, ma vision se brouillant, ma poitrine se soulevant, alors que je luttais pour respirer. Mes bras se sont relâchés, et la dernière chose que j'ai entendue avant que tout ne devienne noir était sa voix, douce
et presque moqueuse. Des bonbons ou un sort? Je me suis réveillée sur le sol froid, mon corps endolori, ma gorge brûlée, et je me sentais perdue. Puis je me suis souvenue de tout. L'homme me poursuivant, la prise autour de mon cou. J'ai essayé de bouger, mais je me sentais faible, mes jambes lourdes, et je ne pouvais pas me lever parce que ma cheville était tordue à cause d'une chute en courant. Je suis restée là, à écouter le silence. Des heures ont passé, et le ciel a lentement commencé à s'éclaircir. Au moment où je pensais que j'étais peut-être seule, j'ai entendu des voix à proximité. « Par ici !» cria quelqu'un. Je voulais appeler, mais ma voix ne venait pas. J'ai vu des lampes de poche se déplacer à travers les arbres, et mon cœur s'est soulevé. Un groupe de personnes m'a trouvée et s'est précipité. « Nous l'avons trouvé », dit l'un d'eux. Des mains m'ont soulevé avec précaution et une couverture m'a enveloppée. « Restez avec nous », dit le secouriste. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Alors qu'il me transportait vers une ambulance, les sirènes ont retenti et j'ai senti un soulagement m'envahir. Plus tard, j'ai appris que la police avait arrêté l'homme. C'était un habitant qui avait disparu depuis plusieurs années et qui s'est avéré être un déséquilibré qui rôdait dans la région. J'étais choqué, mais reconnaissant. Je m'étais échappé et il ne blesserait plus jamais personne. Bruyant, chaotique, mais inoffensif en apparence. Nous sommes arrivés vers 21h et l'endroit était déjà noir de monde. Jake avait vraiment exagéré avec les décorations cette année. La cour avant était jonchée de fausses pierres tombales, des squelettes en plastique pendaient aux arbres, et d'étranges lumières rouges brillaient aux fenêtres. À l'intérieur, c'était encore pire. Il y avait de fausses toiles d'araignées partout, une épaisse brume provenant d'une machine rampant le long du sol et une musique forte cognant à travers les murs. L'ambiance était plus proche d'une maison hantée que d'une fête. Jake, avec son exubérance habituelle, nous a accueillis à la porte, déjà bien éméché. Déguisé en zombie, le visage couvert de maquillage, son haleine sentait fortement l'alcool. Il nous a tendu des boissons immédiatement, un punch rouge dont il se vantait toute la soirée. Sarah a pris une gorgée, riant de son côté sucré et fort. J'ai hésité, mais j'ai aussi pris une gorgée, essayant de me détendre et de profiter de la nuit. 1 heure s'est écoulée, et c'est alors que j'ai commencé à remarquer que quelque chose clochait. Au début, c'était subtil. Les gens riaient trop fort, trop longtemps. Des visages qui étaient familiers plus tôt dans la nuit semblaient maintenant distants. Leurs expressions vides, comme s'ils n'étaient pas pleinement présents. Les conversations s'évanouissaient au milieu d'une phrase. Quelques personnes se tenaient simplement dans les coins, fixant le vide. J'ai pensé que tout le monde était juste ivre ou défoncé. Les fêtes de Jake étaient toujours sauvages, et on ne savait jamais ce que les gens prenaient. Mais ensuite, j'ai vu ce type. Il était dans le coin du salon, déguisé en zombie bon marché, mais il y avait quelque chose de grave qui clochait chez lui. Il était appuyé contre le mur, la tête baissée, et sa main était dégoulinante de sang. Au début, j'ai pensé que cela faisait partie de son costume, mais en m'approchant, j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Le sang ruisselait le long de son bras, formant une flaque sur le sol. Personne ne semblait le remarquer. M'approchant, j'essayais de garder mon calme. « Hé, ça va ?» Il ne répondit pas.
Sa tête pencha sur le côté. Ses yeux à demi clos, le regard vague. Tendant la main pour toucher son épaule, il se rétracta, tout son corps tremblant. Sa peau était moite et pâle, et un instant, je crus qu'il allait s'effondrer. « Hé !» criai-je, plus fort cette fois. Mais toujours, personne ne prêta attention. Chacun était absorbé par son propre monde, riant, dansant, inconscient de ce qui se passait autour. C'est alors que je commençais à me sentir bizarre, moi aussi. L'air de la maison me paraissait lourd, épais, comme si le Meyapo est. Ma tête commença à tourner, ma vision se brouilla. Les lumières semblaient trop faibles, et la musique, si forte un instant auparavant, sonnait lointaine, comme sous l'eau. J'avais l'impression de me déplacer au ralenti. Mes pensées s'embrouillaient, se déconnectaient. Essayant de me ressaisir, je sentais que quelque chose n'allait vraiment pas. Cherchant Sarah du regard, la panique commençait à m'envahir. Je la trouvais assise sur le canapé, fixant le vide. Ses yeux étaient grands ouverts, fixes, son visage pâle. Elle ne parlait à personne, juste assise là, immobile. Me précipitant vers elle, je pris sa main. « Sarah, ça va ?» Elle ne répondit pas au début. Puis elle tourna lentement la tête vers moi, mais c'était comme si elle ne me voyait même pas. Sa bouche bougea, mais aucun son ne sortit. Je la secouai doucement, essayant de la sortir de sa torpeur. « Sarah, allez, il faut qu'on parte. » Finalement, elle cligna des yeux et son regard se posa sur moi. Elle semblait terrifiée, mais d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas la peur d'être effrayée. C'était quelque chose de plus profond, de plus primitif. « Je ne me sens pas bien, » murmura-t-elle. Sa voix était tremblante, faible. Je crois qu'il y a quelque chose dans le punch. Mon estomac se noua. Je n'en avais bu que quelques gorgées, mais maintenant, cela prenait tout son sens. Quoi qu'il arrivât à tout le monde, cela venait du punch. Jetant à nouveau un coup d'œil autour de la pièce, c'est alors que je vis vraiment ce qui se passait. Les gens n'étaient pas simplement ivres, ils étaient malades. Certains étaient affalés, inconscients. D'autres vomissaient. Leur corps secouait de violentes convulsions. Un garçon rampait sur le sol, ses doigts griffant le tapis, comme pour fuir quelque chose. Sa peau était pâle, presque grise, et ses yeux injectés de sang, révulsés. L'air avait une odeur étrange, métallique, comme du sang et de la bile. La musique s'était arrêtée, mais la pièce était remplie d'un bourdonnement sourd, comme un essaim d'insectes ou un haut-parleur cassé. J'entendais des gens gémir, pleurer, certains haletants à bout de souffle. J'ai saisi le bras de Sarah et l'ai tiré vers la porte. Nous avons trébuché à travers la foule, enjambant des corps à peine conscients, leurs membres se contractant comme s'ils étaient électrocutés. Finalement dehors, l'air froid nous a giflés. Sarah s'est effondrée sur l'herbe, sa respiration superficielle. Je me suis agenouillée à côté d'elle, essayant de rester calme, mais intérieurement, j'étais paniquée. J'ai sorti mon téléphone et composé le 112. La ligne était occupée. J'ai réessayé, toujours occupée. J'ai regardé autour de moi et c'est alors que j'ai vu les autres. Des gens étaient éparpillés dans la cour, allongés sur le sol, leur corps tordu de manière anormale. Certains avaient de l'écume à la bouche, d'autres étaient complètement immobiles. J'entendais des cris lointains venant de l'intérieur de la maison. La porte d'entrée était grande ouverte, mais je ne voyais personne sortir. La respiration de Sarah empirait.
Sa peau était moite, ses yeux papillonnaient. « On a besoin d'aide », a-t-elle murmuré, à peine capable de parler. J'ai essayé de la porter, mais j'étais trop faible. Mon propre corps était lourd, comme si je m'enfonçais dans le sol. C'est alors que j'ai vu une silhouette se tenir dans l'encadrement de la porte, illuminée par les lumières rouges sinistres de l'intérieur. C'était Jake, toujours déguisé en zombie, mais il n'avait pas son arrogance habituelle. Son visage était pâle et ses yeux erraient, sauvages et terrifiés. Il a trébuché vers nous, sortant son téléphone avec des mains tremblantes. « J'ai appelé l'ambulance », balbutia-t-il, la voix brisée. Je ne savais pas que ça allait arriver. Je pensais que c'était juste une fête. Je l'ai regardé fixement, à peine capable de rassembler l'énergie pour parler. « Qu'est-ce que tu as mis dans le punch, Jake ?» Il secoua la tête frénétiquement. « Je jure, mec, ce n'était pas moi, je n'ai rien mis. Quelqu'un d'autre a dû... Je ne savais pas. Je ne lui faisais pas confiance. Je ne l'avais jamais fait. Mais à ce moment-là, cela n'avait plus d'importance. Ce qui importait, c'est que l'aide était enfin en route. Jake se tenait là, tremblant, le visage strié de sueur. Je voulais juste que les gens passent un bon moment, murmura-t-il plus pour lui-même que pour quiconque. Puis, il recula, disparaissant dans le chaos alors que les ambulanciers arrivaient. Ils ont emmené Sarah sur une civière, les yeux fermés, sa poitrine se soulevant à peine. Je suis restée assise là, regardant alors qu'ils emmenaient plus de personnes, certaines tremblant encore, d'autres recouvertes de draps. Quoi qu'il y ait eu dans le punch, ce n'était pas qu'une drogue, c'était autre chose. Quelque chose qui a transformé cette fête en un cauchemar. Certaines personnes n'ont pas survécu. D'autres ont gardé des séquelles permanentes. Sarah et moi avons survécu, mais cette nuit ne m'a jamais quittée. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois leur visage, vide, sans vie, se contractant dans l'obscurité, et j'entends ce bourdonnement, comme des insectes rampant dans mon cerveau. Je ne suis plus jamais allée à une fête d'Halloween depuis. Un